Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans À l'air libre, le rendez-vous vidéo de Mediapart. Au sommaire aujourd'hui, un grand entretien avec Gaël Giraud, économiste et prêtre jésuite, qui publie une somme intitulée « Composer un monde en commun, une théologie politique de l'Anthropocène ». Gaël Giraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, prêtre jésuite, engagé notamment sur les questions écologiques, ancien chef économiste de l'AFD, l'Agence française de développement. Vous êtes aujourd'hui directeur de recherche au CNRS et vous dirigez depuis l'an dernier le programme de justice environnementale de l'université de Georgetown aux États-Unis. Vous êtes également professeur à la McCourt School of Public Policy dans cette même ville. Vous publiez aux éditions du Seuil un copieux ouvrage intitulé « Composer un monde en commun, une théologie politique de l'Anthropocène ». C'est une somme issue de votre thèse qui traverse de nombreux domaines allant de l'exégèse biblique à la patristique, de la théologie contemporaine à la philosophie du droit, de l'économie à l'anthropologie. Elle revient sur des figures comme celle de Thomas d'Aquin, de Baruch Spinoza ou du jésuite allemand Karl Rahner, mais elle nous mène aussi sur des territoires plus inattendus comme les Vélib parisiens et les variations Goldberg de Glenn Gould. Mais l'ensemble de l'ouvrage est traversé quand même par cette question fondamentale de savoir en quoi la théologie pourrait nous orienter au moment où l'humanité semble à la croisée des chemins, pour ne pas dire mal engagée. En quoi alors le message chrétien peut-il nous permettre d'affronter la catastrophe en cours ou à venir, je ne sais pas comment il faut dire, et en tout cas renouer le dialogue avec Gaïa, pour reprendre vos termes. Juste une remarque, les variations Goldberg, c'est de Jean-Sébastien Bach, joué par Glenn Gould. Oui. C'est une des grandes interprétations, il y en a deux d'ailleurs. Je vous recommande la deuxième, la seconde, celle de 1981. Pour répondre à votre question, je crois qu'il faut repartir d'un diagnostic qui est un peu un diagnostic initial dans le bouquin, qui est de dire au fond ce qui nous arrive aujourd'hui en termes de crise écologique remet en cause de manière très très forte, en réalité, toute la modernité depuis le XVIIIe siècle. Et pas seulement à cause de la révolution industrielle, dont nous sommes les héritiers, qui a consisté essentiellement à construire une société sur les énergies fossiles, dont aujourd'hui on a compris qu'il faut se débarrasser le plus vite possible, et on en paye le prix fort maintenant avec la guerre en Ukraine, mais aussi à cause, on pourrait dire, du contrat social implicite, qui avait été celui du libéralisme occidental au XVIIIe, dont je suggère qu'en fait il était construit sur trois grands piliers, qui sont aujourd'hui en partie à la racine de ce qui nous arrive. Le premier pilier, c'est la désacralisation du pouvoir, le fait qu'on ait coupé la tête du roi, et qu'on ait dit, en fait, ça n'est plus ni l'Église, ni la tradition, et c'est pas les lois d'airain de l'histoire des marxistes qui vont nous dire ce qu'on a à choisir ensemble, de manière collective. On va le décider par une délibération. Et ça, c'est la démocratie. Deuxième pilier, l'état de droit. Ça, c'est Montesquieu, l'esprit des lois, la séparation des lois et l'égalité de tous devant la loi. Vous voyez, le premier pilier, en gros, c'est la liberté. Deuxième pilier, l'égalité. Puis le troisième pilier, ce qui est censé assurer, pour poursuivre la devise républicaine, la fraternité, à l'époque, au XVIIIe, c'est la propriété privée, qui, pour la première fois, dans la Déclaration des droits de l'homme, est intronisée droit sacré et inviolable. Et au fond, ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est qu'on fait l'expérience que ça ne marche plus. Donc depuis en gros une quarantaine d'années, on a une vague qu'on appelle souvent néolibérale, mais qui en fait à mon avis est post-libérale, au sens où c'est quelque chose qui rompt complètement les amarres avec l'héritage libéral, qui consiste à resacraliser le pouvoir, ça c'est les marchés financiers, qui financent amplement les énergies fossiles aujourd'hui, et donc contribuent à la destruction de la planète. Le droit lui-même, l'état de droit est largement bafoué, disons, et on voit qu'il est tordu aujourd'hui, l'exercice du droit est tordu en faveur de la défense des intérêts d'un tout petit nombre. Et puis la propriété privée a été absolutisée, tout ou presque peut être privatisé, votre jardin, votre appartement, votre voiture, votre corps, votre home, tout, comme on le sait. Mais alors, on va venir aux manières que vous envisagez d'opérer pour modifier cette sacralisation, notamment de la propriété, mais est-ce que quand même, dans un monde aussi déchristianisé que le nôtre, on peut s'appuyer sur la théologie chrétienne pour penser l'avenir ? Tout à fait. Alors en fait, l'hypothèse que j'essaie de défendre, c'est que le christianisme est une des ressources pour affronter cet énorme défi, cette énorme crise en fait de la modernité. C'est pas la seule. Je veux dire, le judaïsme aussi, certainement, a des titres à faire valoir. L'islam également, les grandes traditions orientales aussi, bien sûr, les grandes traditions, traditionnelles, enfin les grandes religions traditionnelles d'Afrique subsaharienne, d'Amazonie, voilà. Mais pour faire valoir l'intérêt du christianisme aujourd'hui, il y a deux grandes lignes dans le livre. La première, c'est de dire au fond, vous savez, les économistes travaillent avec des catégories dont ils ont hérité à partir du droit. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, l'économie n'était pas séparée du droit. C'est après 1945 qu'elle devient une affaire d'ingénieurs, au fond, qui font des modèles. Mais avant, ce n'était pas le cas du tout. Or, les catégories du droit
sont elles-mêmes issues de la théologie chrétienne. Et j'en veux pour preuve ce qui s'est passé avec la grande réforme grégorienne au XIe siècle, qui pour la première fois a consisté à construire un État moderne, européen, c'est l'Église, avec un souverain, c'est le pape, avec un droit international, c'est le droit canon, et avec une bureaucratie internationale, c'est le clergé. Et une langue d'ailleurs internationale, c'est le latin. Et c'est à partir de la réforme grégorienne que les grands royaumes d'Europe, le royaume d'Angleterre, le royaume de France, le Saint-Empire romain germanique, le royaume de Sicile, etc., ont copié sur la papauté pour construire leur propre État. Voilà. Et la bureaucratie d'aujourd'hui, les hauts fonctionnaires d'aujourd'hui, c'est la version sécularisée du clergé grégorien du XIe siècle. Voilà. Alors, ça c'est une première ligne, c'est-à-dire qu'on le veuille ou non, nous faisons de la théologie, dès que nous faisons du droit et de l'économie. Et puis deuxième ligne, plus positive, en fait je crois que le christianisme a à se défendre d'une accusation qui lui est portée au moins depuis Lynn White dans les années 60, un grand historien protestant du Moyen-Âge, qui est qu'avec Genèse 1, 28, chapitre 1, verset 28, où on entend Dieu qui dit à Adam et Ève « Croissez, multipliez-vous et dominez la terre », le procès est fait aux chrétiens et en fait à toutes les religions abrahamiques, les trois, judaïsme, islam, christianisme, d'être en fait les pourfendeurs de la terre, de la création, puisqu'on croit qu'on peut dominer la terre. Et ça, c'est un faux procès. Alors, ce que je suis dire, c'est que ce n'est pas un faux procès au sens où, évidemment, les chrétiens, comme la communauté juive, comme la communauté musulmane, étant partie prenante de notre société, sont pris aujourd'hui dans la folie destructrice, consumériste, etc. Mais la grande tradition chrétienne, c'est pas celle-là, mais pour le comprendre, il faut se poser la question de savoir ce que signifie dominer la terre. Et ça, c'est un problème politique. Autrement dit, on a besoin de nouveau aujourd'hui de réinterroger la théologie politique de la Bible, pour comprendre ce qu'a pu signifier le mandat de Genèse 1, 28 et la manière dont les chrétiens aujourd'hui peuvent se situer par rapport à ça. Et ce que j'essaie de suggérer, c'est qu'au fond, le christianisme répond aux trois grands défis de la modernité pour nous aider à construire aujourd'hui, je crois, réactiver la modernité et lancer, on pourrait même dire, une deuxième modernité, une modernité 2.0, qui serait organisée autour de quoi? De nouveau, la désacralisation du pouvoir, qui passe aujourd'hui par la réglementation des marchés financiers, puisqu'on a fait des marchés financiers, en fait, une nouvelle idole. C'est Dieu, hein, ils sont tout-puissants, omnipotents, bienveillants, ça c'est les attributs de Dieu. Et même, ils peuvent décider d'une politique publique, puisque obliger les États à se financer sur les marchés financiers, c'est rendre les marchés financiers supérieurs à la décision des États démocratiques. Et puis, donc voilà. Et donc, le christianisme, en fait, s'appuie sur le grand récit de l'Ascension, dont je propose de dire qu'en fait, il y a une interprétation possible qui est le Christ refuse de s'asseoir sur le trône de David, alors que c'était la grande attente messianique juive de l'époque, hein, qui était le Messie doit venir pour bouter les Romains hors de Palestine et restaurer la royauté davidique. Le Christ refuse de faire ça, il s'envole au ciel, il laisse le trône vide. Et pourquoi est-ce qu'il laisse le trône vide? Pour nous laisser à nous la liberté d'inventer les figures du lien social qui vont prendre la place du corps du roi. Alors ça, vous en proposez, on va y venir, ça pour vous c'est les communs, mais juste avant, votre livre est à la fois donc un livre de théologie politique et un livre politique inspiré par la théologie. En conclusion, vous écrivez « Il y a urgence à quitter le monde extractiviste d'homo detritus, ce mâle blanc, urbain, éduqué et privilégié qui craint d'avoir tout à perdre en renonçant au carno-phallocentrisme ». Vous vous situez où politiquement sur la ligne de Sandrine Rousseau ? Non, je suis ni sur la ligne de Sandrine Rousseau, ni sur celle de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron. Le carno-phallogocentrisme, c'est un concept qui vient de Jacques Derrida, et au fond qui est repris par le pape François à l'article 123, au paragraphe 123 de l'encyclique Laudato Si 2015, qui consiste à dire il y a une unité profonde entre d'un côté ceux parmi nous qui disent on peut détruire la planète, c'est pas grave, parce que le marché pourvoira, qui croient à la main invisible du marché et au fait que voilà, vous pouvez mettre autant de pétrole que vous voulez, il suffira ensuite de laisser les marchés financiers financiariser le prix du pétrole ou du charbon ou du carbone et tout ira bien. Il y a une unité profonde entre cette folie-là qui nous détruit, qui nous tue, et par exemple le fait d'être incapable de renoncer à manger de la viande, ça c'est le carno, donc carno-phallogocentrisme. Et c'est vrai que, bon, moi je suis végétarien, mais je vois dans la discussion que j'ai, voilà, il y a une forte résistance, hein, comme si l'être mâle de certains d'entre nous était lié au fait de pouvoir manger de la viande. En fait, ça nous rassure comme prédateurs, vous voyez, au sommet de la hiérarchie, la prédation, manger de la viande. Carno-phallogo, évidemment la maltraitance des femmes, et on n'en a pas fini en France hein, avec cette question. Donc il y a une unité profonde entre la destruction écologique, le machisme, en gros, l'attachement à manger de la viande, et puis logocentrisme, chez Derrida, ça veut dire cette croyance très profonde enracinée chez les Européens que le logos grec nous donne un statut extrêmement privilégié parce que nous sommes les héritiers de la rationalité grecque universelle.
ce qui en fond cache un a priori colonialiste très profond et un mépris extrêmement profond vis-à-vis des populations des Suds. Voilà. Donc en fait, il y a une unité profonde dans tout ça. C'est ce que dit le pape. Le pape dit la même chose dans l'encyclique. Alors justement, vous dédiez votre livre au pape François, vous faites référence à son encyclique Laudato Si, vous faites aussi référence à l'encyclique Rerum Novarum de 1891 qui fonde un peu la doctrine, ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Oui. Est-ce que on peut s'inscrire encore dans cette doctrine sociale de l'Église, donc qui remonte, je le disais, à la fin du 19e siècle et qui n'a pas empêché la prédation, l'essor des inégalités, dont on a vu les limites? Alors oui, simplement l'Église n'est pas toute puissante. Donc en 1891, lorsque le pape Léon XIII publie l'encyclique, c'est une manière pour lui de dire, en particulier aux catégories populaires en Europe, qui sont très très fascinées par le communisme à l'époque, et écoutez, l'Église aussi se soucie des catégories populaires. C'est ça en fait le message du Rerum Novarum. Et ensuite vous avez par exemple une grande encyclique qui s'appelle Quadragesimo Anno, qui veut dire 40 ans plus tard en latin, qui sort en 1931. Et là c'est le pape Pie XI qui dit le communisme soviétique, c'est terrible, mais le fascisme et le nazisme, c'est terrible aussi. Et au passage, qui pourfend la dictature de la finance, je cite, parce qu'on est 2 ans après le grand krach de 1929. Donc là, il y a une lucidité incroyable de la part de ce texte, de la même façon que Laudato Si, si vous voulez, 2015, il n'y a aucun chef d'État, à ma connaissance, qui a été capable de signer un texte pareil. Et je connais un grand nombre de militants écologistes qui m'ont dit, ça fait 40 ans qu'on œuvre pour l'écologie, on n'a jamais été fichu de publier un texte pareil. Laudato Si reste, à ma connaissance, le plus important document public à portée universelle qui ait jamais été écrit sur l'écologie. À vous lire, on peut distinguer 4 modes d'organisation du pouvoir et de la société en Occident, qui seraient le public, le privé, le tribal et le commun. Qu'est-ce qui les distingue, sachant que donc vous insistez sur la possibilité de faire ressurgir ou surgir cette dernière dimension un peu mise de côté? Alors le privé, on voit bien ce que c'est l'appropriation pour soi-même. Et la formalisation de ça, c'est la propriété privée, dans le droit romain, reprise par les théologiens glossateurs grégoriens et puis réactivée par le Code civil, par exemple. Le public, c'est l'idée que vous pouvez édicter des règles qui s'imposent, qui sont universelles, qui s'imposent à tous et qui s'imposent sans délibération, c'est-à-dire dont le sens est supposé être à fleur de texte. Voilà, tout le monde, nul n'est censé ignorer la loi. Et si vous êtes verbalisé dans la rue parce que vous avez brûlé un feu rouge, bon, vous n'allez pas commencer à interpréter la couleur du feu rouge avec l'agent de police qui vous verbalise. Donc vous êtes supposé, on fait l'hypothèse qu'il y a une unanimité sur le sens obvi délivré par la loi. Ça, c'est le public. Et puis le tribal, c'est encore autre chose, c'est, disons, la constitution du politique à partir de ce que Carl Schmitt a appelé, si vous voulez, la dualité ami-ennemi. Alors si vous dites que ce qui est fondateur du politique, c'est l'opposition ami-ennemi, les amis sont ceux qui sont dans votre tribu, les ennemis sont ceux qui n'en sont pas, et face à qui vous vous sentez autorisé à user de la violence, alors là, vous êtes dans le tribal. Et moi, je crois très profondément que la résurgence des extrêmes droites en Occident, que ce soit aux États-Unis avec Trump, ou en Italie avec Giorgia Meloni, en France, en Allemagne, en Suède maintenant, c'est pas tellement, disons, une résurrection du fascisme, puisque la Suède n'a aucune tradition fasciste, mais c'est une espèce de réaction tribale de la tribu des Blancs. Vous voyez, une espèce de réaction de peur face au danger écologique, à la raréfaction des ressources. Bon. Donc c'est une retribalisation de l'espace démocratique de discussion. Et puis le commun, c'est le 4e schème, disons, c'est le plus intéressant. C'est à la fois le plus ancien et le plus moderne. Le plus ancien parce que si vous allez vivre en brousse en Afrique subsaharienne, comme je l'ai fait, vous verrez que dans un village de brousse, par exemple au sud du Tchad, la propriété privée, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, personne ne s'estime le propriétaire privé de quoi que ce soit. La terre est partagée en commun et on peut attribuer un lopin de terre à quelqu'un qui en a besoin dans une délibération à l'intérieur du village avec le chef de terre, le chef du village, etc. Et donc, au fond, c'est ce qu'il y a de plus ancien, le rapport au monde comme commun. C'est aussi ce qu'il y a de plus moderne, parce que ce qui s'invente aujourd'hui sur Internet, c'est essentiellement des nouveaux communs, des communs digitaux. Wikipédia est l'exemple le plus connu de ça, mais tout le mouvement des logiciels libres va dans cette direction, le peer-to-peer, le copyleft, etc. Les communs, c'est quoi? C'est l'idée qu'une communauté décide de prendre soin d'une ressource, qu'il s'agisse d'une ressource matérielle, des poissons dans un projet de pisciculture, d'une ressource immatérielle, le savoir partagé dans Wikipédia, mais elle décide d'en prendre soin avec des règles qui sont telles que ces règles incluent elles-mêmes dans leur propre écriture la possibilité d'interprétation contradictoire. Donc le pluralisme herméneutique, on pourrait dire, pour être un tout petit peu savant, et la possibilité d'un conflit d'interprétation qui fait partie de l'histoire de la réception de ce texte. Alors, typiquement, la loi,
n'est pas écrite comme un commun. Mais ce que je suis dire, c'est que depuis même le si elle est interprétée. Voilà, en réalité, elle est toujours interprétée. Donc il y a une ventriloquie du commun derrière la fiction du public, vous voyez, en permanence. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que moi je peux avoir là depuis, je dirais, une dizaine d'années, que les communs sont devenus une sorte de panacée théorique de la gauche, traumatisée par l'échec du communisme réel, mais qui a du mal à être implémenté, même si ça fonctionne bien intellectuellement? Alors, oui et non. C'est-à-dire, de facto, il y a plein d'initiatives sur le terrain qui vont dans le sens des communs. Quelques exemples, la floraison des monnaies locales, c'est une manière de se réapproprier la monnaie comme commun, aussi bien en Europe, où l'euro a été privatisé, qu'au Brésil, etc. Ça, c'est, voyez, et donc, ça, c'est une initiative parmi beaucoup, beaucoup d'autres, et qui marche très bien. Prenez l'exemple du Sardex en Sardaigne. Le volume des transactions du Sardex aujourd'hui, chaque année, c'est l'équivalent d'1 milliard d'euros. Donc, c'est pas une petite affaire. Et il y a des Italiens qui sont en train d'essayer de créer un marché d'échanges internationaux, ou en tout cas national, mais disons sur plusieurs régions, interrégionales, entre la Sardaigne et Naples. Vous voyez, de sorte que le Sarde qui se déplacerait à Naples pourrait échanger son Sardex contre une monnaie locale napolitaine. Ça, c'est un exemple, parmi beaucoup d'autres. Et puis, toute la réflexion qu'il y a aujourd'hui, à droite comme à gauche d'ailleurs, sur la réforme de la gouvernance des entreprises. Je pense par exemple au très beau livre de Daniel Hurstel, qui avait contribué à l'un de mes bouquins à moi, 20 propositions pour réformer le capitalisme, sur la réforme de la gouvernance de l'entreprise, ou au très beau livre de Cécile Renoir, par exemple, sur l'entreprise comme commun. Tout ça, ça vise à faire quoi? Ça vise à revaloriser le fait qu'une entreprise, c'est pas juste des capitaux privés détenus par les actionnaires, c'est un commun. En fait, un commun partagé entre toutes les parties prenantes de l'entreprise qui contribuent au projet d'utilité sociale de l'entreprise, en principe en tout cas. Voilà. Alors, d'une part, il y a plein d'initiatives qui vont dans tous les sens, dans la direction des communs. De l'autre, il y a, c'est vrai, un déficit de réflexion théorique, à mon avis, pour que ça devienne en gros le programme de la gauche. Pour dire les choses de manière un peu... Voilà. Même si, à mon avis, les communs sont ni de droite ni de gauche, sont universels. La grande difficulté, à mon avis, je crois, c'est qu'il y a un réinvestissement à gauche, en tout cas, d'un imaginaire anarchiste, éventuellement impensé, qui vient redonner des couleurs aux communs, et à mon avis, de manière pas très juste. Alors, pourquoi? Je dis ça en toute amitié, par exemple, vis-à-vis de Pierre Dardot et Christian Laval, qui ont écrit un grand livre sur le commun, la révolution au XXIe siècle, mais eux, qui font l'apologie d'une société entièrement structurée par les communs. Abolition complète de la propriété privée, abolition de la propriété publique, l'État disparaît, on en profite pour se débarrasser de son vieil ennemi, voilà. Et il y a, à mon avis, il y a une espèce de, mais je dis ça avec beaucoup d'admiration pour ce livre, il y a une espèce de naïveté, parce que les communs sans État pour les protéger, soit se tribalisent, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui au Liban, par exemple. L'État s'est effondré, il n'existe plus. Et on a une retribalisation extrêmement violente de la société libanaise, ou bien dans d'autres pays comme le Mali, la Mauritanie, le Burkina, dans une certaine mesure. Ou bien il est privatisé. Il est reprivatisé. Alors, exemple, la myriade de coopératives de production décentralisée d'énergie renouvelable en Allemagne, qui avait fait florès à partir de 2010, a été entièrement reprivatisée par des groupes industriels. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le même projet de société. Autre exemple, Airbnb. Airbnb, c'était une très belle initiative. C'était faire de mon lieu d'habitation un commun. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est du business. Et Barcelone, à juste titre d'ailleurs, a interdit Airbnb dans Barcelone. Parce qu'Airbnb finit par détruire le lien social à l'intérieur des centres-villes. Parce que vous n'avez plus que des touristes qui ne se connaissent pas, qui ne partagent rien, qui viennent passer 3 jours et qui repartent. Tandis que les habitants de la ville, eux, sont dans la périphérie puisqu'ils laissent leurs beaux appartements pour faire de l'argent avec Airbnb. Alors vous en passez justement parce qu'il y a un article un peu fondateur de la fin des années 60 qui s'appelle « La tragédie des biens communs » qui donne l'idée qu'en fait, au final, les égoïsmes finiront par reprendre le dessus quoi qu'il arrive. Alors c'est d'un opposant au commun. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'on pourrait éviter ces tragédies des biens communs? Vous passez par exemple des Vélib parisiens, par exemple. Est-ce que c'est pas une croyance en une certaine bonté christique de l'homme qui vous fait penser ça? Non, enfin, donc, de toute façon, mon livre est animé par une anthropologie chrétienne, fondamentalement optimiste sur l'humanité, on pourrait dire ça, très rapidement. Mais non, c'est-à-dire, en fait, l'article de Hardin est un contresens total. Et aujourd'hui, donc Garrett Hardin, qui est le biologiste qui avait signé cet article en 1968. Et aujourd'hui, c'est assez clair pour tout le monde. C'est-à-dire, l'argument de Hardin, c'est si quelque chose est une propriété commune, personne n'en prend soin et donc elle est détruite, ou elle est surexploitée, par exemple. Tandis que si c'est une propriété privée, alors le propriétaire a tout intérêt à en prendre soin. Mon expérience lorsque j'étais à l'Agence française de développement, comme chef économiste, c'est exactement le contraire. Par exemple, l'eau
pour prendre soin de l'eau, il n'y a rien de mieux que de charger une communauté, en particulier une communauté de femmes, de prendre soin de l'eau. Et l'exemple paradigmatique de ça, c'est ce qui s'est passé à La Paz en Bolivie, été 2016, La Paz qui est la capitale, 4000 mètres d'altitude. Les bourgeois de centre-ville de La Paz n'ont plus d'eau au robinet, ce qui est extrêmement difficile. On peut vivre quelques jours sans électricité, on va peut-être en faire l'expérience cet hiver en France, mais on ne peut pas vivre sans eau. Et les pauvres des favelas, les ménages modestes des favelas autour de la périphérie de La Paz, qui ont organisé la gestion de l'eau sous forme de petites communautés qui prennent l'eau comme un commun, eux, on continue à avoir de l'eau tout l'été. Et l'AFD a favorisé, promu énormément d'initiatives de cette nature, en faisant l'expérience que ça marche beaucoup mieux que la privatisation de l'eau, qui est terrible, et que la transformation de l'eau en bien public, parce que l'État est un assez mauvais gestionnaire de l'eau. Voilà. Mais néanmoins, l'imposition ou la réimposition des communs passera par une limitation de la propriété privée, enfin de contrer la tendance que vous exposez à la privatisation. Dans ce parcours-là, on ne va pas le refaire entièrement, mais vous sauvez Thomas d'Aquin, qui est des fois vu comme celui qui aurait converti en fait le christianisme à la propriété privée. Vous accablez John Locke. La question, c'est comment est-ce qu'on peut, à partir d'un moment où la propriété privée a été quasiment sanctifiée, la limiter, je ne sais pas, la restreindre ou en tout cas la réencastrer pour laisser des communs se développer, même si vos communs sont effectivement ne se pensent pas hors de toute sphère publique ni hors de toute sphère privée. Voilà, donc pour finir de répondre à la question précédente, la manière dont ce livre se distingue peut-être d'une certaine vulgate au jour des communs, c'est que je ne crois pas du tout à une société entièrement structurée de communs. Je crois qu'il faut un État, et en particulier pour la transition énergétique, un État stratège, un État qui met en œuvre même la planification écologique, c'est un gros mot aujourd'hui, mais un État surtout qui assure les conditions de possibilité juridique, par le droit, de l'émergence des communs dans la société civile. Et ça, je crois que c'est neuf. Si vous voulez, c'est pas la position de Dardo Laval, et c'est pas la position, disons, des militants en faveur des communs qu'on trouve habituellement. Alors, ensuite, comment on fait pour limiter la propriété privée ? En fait, si vous y réfléchissez une minute, la propriété privée, elle est déjà limitée par toute une série de contraintes. Quelqu'un qui avait dit ça avec beaucoup d'humour, c'est David Graeber, l'anthropologue que j'aimais beaucoup, qui malheureusement est décédé. David Graeber dit « Mais moi, je suis le propriétaire privé de ma tronçonneuse. » Bon. Il y a plein de choses que je voudrais faire avec ma tronçonneuse que je n'ai pas le droit de faire vis-à-vis de mon voisin, de ma voisine, voilà. Et donc, en réalité, vous voyez bien que quand vous prenez votre voiture, vous êtes bien le propriétaire privé de votre voiture, mais il y a plein de choses que vous n'avez pas le droit de faire. Donc, la propriété privée, c'est le fantasme, si vous voulez, du propriétaire privé absolu, qui est un monarque tout-puissant, qui fait ce qu'il veut avec son bien, en fait, ça, c'est l'imaginaire de l'esclavage. C'est le maître et l'esclave, et on a transposé dans la relation homme-chose, la relation maître-esclave. Donc c'est un imaginaire extrêmement, dangereux, à mon avis. Et cet imaginaire-là, il est déjà contredit par la réalité. Le droit met déjà des limites extrêmement fortes à l'exercice de la propriété privée. Donc la question aujourd'hui, c'est pas est-ce qu'on peut limiter la propriété privée ? De fait, elle l'est déjà. Mais est-ce qu'on peut penser ensemble des contraintes de manière à sauver un certain nombre de ressources qui, sinon, vont être détruites si on les privatise ? Un exemple. La discussion qu'il y a actuellement aux Nations Unies sur les fonds océaniques, et vous savez qu'on est en train de découvrir que il y a une biodiversité extraordinaire dans les fonds océaniques et que si on les détruit, ça va nous coûter très très cher en termes de biodiversité et donc on pourrait même dire de survie de l'humanité au siècle prochain. Vous savez qu'un certain nombre de climatologues aujourd'hui ont publié un article dans les PNAS, les Proceedings of National Academy of Sciences, donc qui est l'équivalent américain des CRAS en français, les comptes rendus de l'Académie des sciences, pour dire maintenant, malheureusement, on ne peut plus éviter d'avoir à discuter de la possible extinction de l'humanité au XXIe siècle si on continue de ne rien faire. Détruire les fonds océaniques, c'est une bonne manière d'accélérer le phénomène. Alors, et la France, par exemple, dans les négociations onusiennes aujourd'hui, fait des conférences de presse pour dire nous, on est très favorable à l'octroi du statut de commun aux fonds océaniques, mais en réalité, en coulisses, promeut la privatisation des fonds océaniques. Donc là, ça, c'est un exemple très concret où on pourrait dire, au fond, est-ce qu'on est capable de s'entendre au sein de la communauté internationale pour ne pas privatiser les fonds océaniques et leur donner un statut de commun global avec des institutions internationales en charge d'en prendre soin. Vous voyez ? Autre exemple, la faune halieutique dans nos océans, les poissons, les grands pélagiens qui sont en train de disparaître puisqu'on les détruit. On sait que si on continue la pêche industrielle en eau profonde, notamment avec la technique de la Seine, on n'a plus de grands pélagiens dans nos océans en 2040. Ils seront remplacés par des méduses.
Bon, la France a pris position il y a 10 jours, 15 jours, contre l'interdiction de la pêche industrielle en eau profonde dans la Manche, ce qui va ruiner les petits artisans pêcheurs français, faire le bonheur des industriels hollandais, qui sont les maîtres en la matière dans la Manche, et continuer de détruire les chaînes trophiques des poissons dans la Manche. Mais alors du coup, sur ces questions-là d'articulation entre propriété et écologie, on sent qu'il y a quand même une petite tension à gauche entre quelqu'un, voilà, comme vous, comme Thomas Piketty, qui plaidait pour un réencastrement de cette propriété dans des limites qui en fait existent déjà, et par exemple un philosophe comme Baptiste Morisot qui dit mais là, aujourd'hui, de toute façon, la propriété privée est tellement sanctifiée que on va racheter des forêts, on va laisser la nature se développer à l'intérieur. Ça va, enfin, il me semble que ça va pas exactement au même rythme, en tout cas la réflexion sur ça, de dire est-ce qu'on peut vraiment remettre en cause ce socle mortifère de notre présent, ou est-ce qu'au fond il faut l'utiliser? Alors, de toute façon, il faut l'utiliser. Il faut faire du judo avec ce qui existe aujourd'hui. Mais, et par exemple, je le dis dans le livre, une manière de faire aussi, à certains moments, c'est de dire, au fond, comme la bagarre sur le statut juridique des communs, c'est une bagarre compliquée. Quelqu'un qui en savait quelque chose, c'est le grand juriste italien Stefano Rodota, qui avait plaidé pour l'inscription dans la Constitution italienne de l'eau comme bien commun, après les grandes batailles à Naples sur la remunicipalisation de l'eau en 2011. Voilà. Et donc il a échoué parce que, d'une certaine manière, les juristes ne sont pas complètement mûrs aujourd'hui pour accorder un statut aux biens communs qui permettrait de les inscrire dans la Constitution. Et on a le même sujet en France, puisque vous avez un certain nombre de sénateurs socialistes qui, il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, avaient essayé de passer, disons, l'idée d'une réécriture de la Constitution française pour qu'un certain nombre de ressources y soient déclarées comme étant les biens communs. Alors par exemple, on pourrait dire, eh bien, il y a un certain nombre de ressources pour lesquelles on va dire, on ne sait pas très bien quel est leur statut, en revanche, il est interdit de les privatiser. Vous voyez, ça, c'est une manière de faire. Et on s'économise des décennies d'arguties juridiques pour définir ce que c'est qu'un commun. Oui, parce que vous dites bien que ce n'est pas la nature de la ressource qui définit le commun. Non, ça, il faut se déprendre de cette espèce de naturalisme chosiste, en fait, qu'ont un certain nombre d'économistes, qui consiste à dire il y a des biens qui sont intrinsèquement publics, d'autres qui sont intrinsèquement privés, et ça dépend des qualités du bien, etc. Dès que vous réfléchissez 3 minutes, vous voyez bien qu'il y a toute une série d'exceptions qui ne sont ni publiques ni privées, etc. Donc il faut s'abstraire de ce naturalisme-là, comprendre qu'en fait, il y a une décision politique de la part de la communauté de traiter telle ressource comme un bien public, un bien privé, un commun ou un bien tribal. Et l'exemple, à mon avis, le plus intéressant aujourd'hui en France, c'est l'éducation. À partir du 19e, en gros, l'État a décidé que l'éducation devait être un bien public, alors que jusqu'alors, ça avait été essentiellement un bien privé puis tribal. Et puis aujourd'hui, l'effondrement des crédits publics accordés à l'éducation nationale, la revalorisation de l'enseignement privé fait que, d'une certaine manière, sans trop le dire, notre société est en train de retribaliser l'éducation. Vous voyez ? Donc ça, c'est des grands choix de société. Et c'est de ça dont on devrait discuter dans notre espace démocratique. Une piste, en tout cas pour développer les communs tout en limitant la propriété privée, ce serait de décomposer celle-ci entre en fait les 3 couches qui la composent, que sont fructus, usus et abusus. Oui. Vous allez nous expliquer un peu ce que c'est, mais comment imaginez-vous que cette décomposition pourrait nous permettre de peut-être mieux s'en saisir de cette propriété? Alors, en fait, donc la partition de la propriété privée en 3 usus, fructus, abusus, ça, c'est justement une invention des théologiens et des juristes grégoriens, voilà, qui réécrivent le droit romain, le codex de Justinien. Et ça a été, disons, exploité par les franciscains au XIVe, XVe siècle, qui ont senti que là, il y avait une brèche pour eux, pour justement échapper à la totalité de la propriété privée. Donc ce qu'ils ont fait valoir, c'est nous, franciscains, eh bien, nous ne sommes pas les propriétaires au sens plénier, si vous voulez, de nos vêtements, de notre bure et puis de notre monastère, de notre couvent, mais le vrai propriétaire, c'est Dieu. C'est un grand thème biblique qu'on trouve dans le Lévitique. Le seul propriétaire de la terre, c'est Dieu, et toi, tu es un exilé sur cette terre. Et donc, disent les franciscains, c'est son représentant légitime sur terre qui est le pape. Mais les théologiens pontificaux de l'époque flairent bien que c'est extrêmement subversif pour la propriété privée, et donc ils répondent non, vous êtes les propriétaires au sens plénier de vos couvents. Et là, il y a une dispute très connue qui est en fait en toile de fond dans le roman Le nom de la rose d'Umberto Eco, où s'illustrent des gens comme Michel de Cézanne, le grand général des franciscains de l'époque, ou bien Guillaume d'Occam, que j'interprète longuement dans le bouquin. Alors, cette idée-là, ça consiste à dire, eh bien, de l'usus fructus abusus, je ne retiens que l'usus. Moi, je suis un usager.
Et alors, vous citiez l'exemple du Vélib tout à l'heure. Ben, le Vélib, c'est un exemple de ça. Lorsque j'utilise mon Vélib, je paye pour avoir un droit d'usage du Vélib pendant un certain temps. Je ne suis pas le propriétaire du Vélib. Et le Vélib, fondamentalement, est un bien de droit privé. Oui, c'est une propriété privée. Mais qui a l'intelligence de dire, au fond, le service que rend la chose est plus intéressant que la chose. Le leasing développé par Citroën, par exemple, ou Renault, ou Michelin, c'était plutôt Michelin sur les pneus. Vous prenez un pneu, mais vous le rendez. Au bout d'un certain temps, il est réutilisé ensuite par Michelin. Ça, c'est des pratiques qui consistent à démanteler la propriété privée et à ne privilégier que l'usus. Et ça, au fond, je crois que c'est extrêmement prometteur. C'est une manière d'avancer vers les communs, parce qu'en réalité, c'est la grande tradition chrétienne, nous ne sommes que les usagers de cette planète, nous n'en sommes pas les propriétaires. Vous dites à un endroit que la généalogie christologique, théologique que vous faites de notre moment qui va mal, doit se comprendre comme un apprentissage de la limite. Oui. C'est un terme dont on voit bien qui circule beaucoup en ce moment, mais qu'il est aussi utilisé dans une certaine frange de la droite et de la droite catholique pour dénier des formes de droit à l'égalité, notamment à l'égalité homosexuelle. Comment est-ce que vous vous articulez, vous, en homme de gauche, ce mot et l'usage qui peut en être fait contre l'égalité? Alors, cette question-là, dans le livre, j'essaie de la réinscrire dans le grand débat qu'on a aujourd'hui sur l'attribution de la personnalité juridique à la nature. Vous savez qu'il y a un certain nombre de pays, en particulier en Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Zélande, l'Inde, qui ont donné la personnalité juridique à des rivières, des collines, etc. Et on a un certain nombre d'intellectuels en France qui plaident dans cette direction. Je crois que ce n'est pas une bonne idée, et j'essaie d'expliquer pourquoi. Donc la grande tradition, si vous voulez, la personnalité juridique, ça vient du concept de persona. La persona, c'est le masque, prosopon en grec. Et ça, c'est un concept qui nous vient en réalité des débats conciliaires qu'on a eus dans le christianisme au IVe siècle sur Dieu un et trine, un seul Dieu en trois personnes. Voilà. Et c'est à ce moment-là que je montre ça. Vous avez un certain nombre de pères de l'Église qui disent, mais alors en fait, qu'est-ce que c'est la persona? Bon. Et ils disent, en fait, la persona, c'est la limitation. Une personne, c'est une entité, disons, qui est capable de se limiter, de s'auto-limiter. Donc c'est extrêmement profond pour nous. Et donc je crois que plutôt que de vouloir multiplier les personnalités juridiques et de donner la personnalité juridique aux pédicants, en espérant que l'inflation de personnalités juridiques va permettre de limiter celles qui cassent tout, l'État souverain de Bolsonaro, qui a la personnalité juridique, personnes morales, les entreprises polluantes, les personnes qui saccagent, etc. Ça, c'est un imaginaire post-libéral qui est derrière ça. On en fait encore plus en espérant que du conflit des intérêts particuliers de ces personnalités juridiques va sortir quelque chose d'intéressant. J'ai aucune preuve de ça. Ça va faire le bonheur des avocats d'affaires, ça c'est sûr, mais pour le reste, je ne suis pas du tout certain que ça permettra de protéger les pédicants. Donc la thèse que je défends dans le livre, c'est ne rêvons pas d'attribuer la personnalité juridique aux pédicants. En revanche, repensons la personne morale comme une personnalité qui peut s'auto-limiter. Et si elle n'en est pas capable, il faut la lui retirer. Les entreprises qui ne sont pas capables de s'auto-limiter parce qu'elles ne peuvent pas faire leur business sans détruire la planète, il faut leur retirer le statut d'entreprise. D'accord, donc il ne s'agit pas simplement de dire il y a des limites à la nature et par exemple tout ce qui serait PMA pour les homosexuels va contre les limites imposées par la nature. Ah non, c'est pas ça du tout l'objet de mon livre. Si vous voulez, sur la question, alors pas tellement la PMA, mais sur la question de la GPA, la gestation pour autrui, s'il fallait, j'en parle pas dans mon livre, mais s'il fallait y réfléchir dans ce sens-là, il faudrait se poser la question du risque de privatisation du corps des femmes qui est derrière la gestation pour autrui. Voyez. De la même manière, sur la question de la légalisation de l'euthanasie, qui est certainement un sujet qui va arriver sur la table, qui est sur la table, qui est déjà sur la table en France. Bon, la tradition chrétienne, c'est plutôt les soins palliatifs. Donc les personnes qui sont atteintes de maladies incurables, on les accompagne jusqu'au bout. C'est ça la tradition chrétienne. Et par exemple, à Paris, vous avez un très très beau centre de soins palliatifs qui est tenu par des religieuses Xavier, qui sont extraordinaires. Voilà. Et là aussi, la question, c'est faire attention à la privatisation de la mort. Hein. On est déjà à la limite de la privatisation de la vie. Par exemple, à travers les assurances-vie, les contrats d'assurance-vie. J'ai des collègues économistes qui m'expliquent que c'est tout à fait normal que votre vie ait un prix sur un marché, parce qu'en fait, c'est une marchandise privée, vous ne le savez pas, mais je vous l'annonce. Et les contrats d'assurance-vie qui s'échangent sur les marchés donnent un prix à votre vie. Combien est-ce qu'on est prêt à payer pour vous assurer votre vie? Oui. Bon, ça, c'est déjà extrêmement grave. Et je me souviens j'avais fait une intervention à l'Académie des sciences morales et religieuses il y a quelques années, et j'étais intervenu juste après un économiste qui avait fait ce plaidoyer-là,
en disant voilà, c'est tout à fait légitime, la vie a un prix, comme toute marchandise privée. Et l'un des académiciens était venu me voir en me disant mais il est vraiment étrange, votre collègue, vous voyez. Bon, donc ça, c'est déjà un danger terrible. Si maintenant on légalise l'euthanasie de telle sorte qu'on puisse faire de la mort d'autrui un commerce, avec des sociétés comme en Suisse, par exemple, qui vous offrent, moyennant paiement, bien sûr, la possibilité de vous accompagner dans votre suicide assisté. Alors là, il y a un risque très fort de privatisation de la mort. C'est ça l'enjeu. Vous voyez. Alors, il va y avoir des mois de débat là-dessus, donc on ne va pas continuer sur ça. Vous incitez quand même à plusieurs reprises dans ce livre, qui peut être un peu inquiétant à sa lecture, sur la possibilité d'une sortie de la démocratie. Alors bon, on ne va pas revenir sur la possibilité d'une sortie de la démocratie sur un mode autoritaire, extractiviste et d'ultralibéralisme autoritaire comme on le voit se développer aujourd'hui. Mais vous dites aussi qu'il y a quand même une possibilité qui serait une forme de tyrannie écologiste. Vous y croyez vraiment ? Ah oui, tout à fait. Malheureusement, c'est aussi mon expérience. C'est-à-dire, d'une partie des élites européennes, il y a une fascination, il y avait en tout cas au moins jusqu'à la guerre en Ukraine, une certaine fascination pour le modèle chinois. J'ai entendu un haut fonctionnaire français dire devant 40 autres hauts fonctionnaires, nous sommes tous chinois. Voilà. Et c'était en 2018. Donc il y a une vraie fascination qui rejoint très bien la phobie, par exemple, du ministère de Bercy pour la démocratie, où on parle du risque parlementaire à chaque fois qu'il faut repasser devant les députés. Vous voyez. Donc la démocratie, c'est un risque, c'est le risque parlementaire. Alors évidemment, si vous avez cette vision du monde-là, qui est profondément post-libérale, vous pouvez, pendant un temps au moins, être fasciné par la Chine. Maintenant, la gestion de la pandémie par la Chine a montré que la dictature avait beaucoup de limites, et je ne crois pas du tout qu'une gestion autoritaire de nos sociétés par même une dictature d'ingénieurs verts, vous voyez, permettra de relever les défis de la transition écologique. Ce qui permet de le faire, c'est l'intelligence partagée, la créativité institutionnelle, pour ensemble trouver des solutions. Voyez, imposer des solutions aux autres, je ne crois pas du tout que ce soit une manière efficace d'avancer. La preuve de ça, c'est ce qui s'est passé avec la pandémie. Comment est-ce qu'en France, nos médecins héroïques, nos aides-soignants, nos infirmières ont réussi à affronter la grande vague qui s'est abattue sur eux au printemps 2020 ? Ils ont envoyé valser toutes les contraintes bureaucratiques qui étaient les leurs. Ils ont pris toutes les ressources de l'hôpital, les ont mises en commun pour affronter la vague, avec une inventivité extraordinaire. D'un côté, vous avez des gens qui ont refait des masques ou des respirateurs avec des imprimantes 3D. Vous voyez, ça, c'est la réponse au défi écologique. Quand on est ensemble et qu'on réfléchit ensemble, on est beaucoup plus intelligent qu'un dictateur. L'idée de composer un ou des mondes est très en vogue. Dans son dernier texte paru avant sa mort, le philosophe Bruno Latour propose un manifeste compositionniste. C'est aussi ce qu'on trouve chez l'anthropologue Philippe Descola. Est-ce que cette idée belle de composer, elle ne sous-estime pas quand même la part conflictuelle qu'il faudrait avoir avec les accapareurs d'aujourd'hui ? Non, enfin moi je ne crois pas du tout la sous-estimer, au sens où je crois justement qu'un débat démocratique permet d'instituer du droit qui met des limites à l'exercice de l'activité des accapareurs, comme vous les appelez. Ça veut dire quoi ? Réglementer les marchés financiers, et on sait comment faire. Contrairement à ce que racontent un certain nombre de financiers qui disent « oh là là, c'est très compliqué ». Voilà. Un exemple très simple, on a eu un débat en France en 2013 autour de la fausse loi de séparation bancaire de Pierre Moscovici, qui ne sépare pas. Il faut changer un paragraphe dans la loi, et j'ai la bonne version que je peux fournir à qui la demande, pour séparer vraiment. C'est pas difficile. Il faut un vrai débat sur cette question. Est-ce qu'on a compris le danger que font peser les banques, les départements de marché spéculatifs des banques sur la société française, par exemple, sur la société européenne, dans un contexte où on n'a pas fait grand-chose pour protéger l'Europe d'un prochain krach bancaire. J'ai montré ça dans un rapport pour le Parlement européen en 2015. L'Union bancaire européenne ne nous protège pas, en vérité, en tout cas pas suffisamment. Donc ça, c'est la réglementation des marchés financiers. Et puis, l'interdiction d'opérer pour un certain nombre de pollueurs. Il faudra bien qu'un jour, on décide que le pétrole, le charbon et le gaz sont des actifs échoués et qu'on n'a plus le droit d'en brûler sur cette planète. D'accord, mais parce que vous entendez que composer, on peut l'entendre justement dans les deux termes, vraiment créer quelque chose ensemble, comme composer avec des réalités de toute façon difficiles. Tout à fait, c'est les deux en même temps. C'est-à-dire, il n'y a pas... C'est des compromis qu'il faut réussir à passer pour avancer dans la bonne direction. Je crois qu'il y avait, si vous pensez au grand fantasme marxiste, communiste des années 60 en France, il y avait une espèce de vision magnifique de l'horizon, qui était en fait un horizon eschatologique, parce que vous savez que le marxisme, en fait, c'est une eschatologie juive sécularisée. Marx était petit-fils de rabbin, qui était, un jour viendra le grand soir, et alors là, tout ira bien.
Mais d'ici là, il faut trimer. En vrai, je ne crois pas du tout à ça. Je crois au contraire à une espèce d'incrémentalisme où il y a des réformes à mettre en œuvre. Les premières ne sont pas suffisantes, mais ça avance dans la bonne direction. De la même manière que l'effondrement, il n'y a pas d'effondrement 0-1, enfin, vous voyez, 0-1 en une nuit, du lundi au mardi, tout s'éteint, c'est fini. Mais il y a des effondrements partiels dont l'accumulation rend la vie impossible. Donc c'est ça qu'il faut prévenir, qu'il faut empêcher, et au contraire, avec des réformes progressives, avancer dans une direction qui est extrêmement radicale, qui est cette modernité 2.0 que j'appelle de mes voeux. Et en même temps, vous dites que donc oui, il y a effectivement des pistes simples à suivre, enfin en tout cas des pistes radicales qui sont devant nous et qui peuvent être le produit de décisions qu'on pourrait prendre aujourd'hui, contrairement à ce que veulent croire certains en disant tout ça est tellement compliqué à imbriquer. Et par ailleurs, vous consacrez un chapitre entier à Irénée, donc 2e siècle après Jésus-Christ, né à Smyrne et mort à Lyon, en disant qu'au fond, son entraînement à la sainteté, c'est ça le moteur de l'histoire. Il faut comprendre que c'est pas facile pour tout le monde. Oui, je comprends. Non, je crois que Saint Irénée, c'est un grand théologien et qu'on a beaucoup à gagner à relire Saint Irénée. Pour 2 raisons. La première, c'est que, c'est ce à quoi vous venez de faire allusion, Irénée nous propose une théologie de l'histoire, mais qui est intéressante aussi pour les philosophes, une théologie, on pourrait dire, optimiste de l'histoire. Le moteur de l'histoire, c'est pas la violence des traders de Wall Street, c'est la sainteté, on peut utiliser ce mot, même s'ils ne sont pas forcément les personnes croyantes, la sainteté des aides-soignants et des infirmières avec qui j'ai travaillé dans un hôpital. Vous voyez, je vois ce que c'est. Eh bien, ce sont des héros, ce sont des héroïnes, vraiment. C'est la sainteté des enseignants qui se payent en classe tout le malheur social de la France aujourd'hui. Oui. C'est ça qui fait avancer l'histoire. C'est pas non plus Elon Musk. Voilà. Donc ça, c'est un premier aspect que souligne beaucoup Saint Irénée, et le pape François est tout à fait dans cette ligne-là. Quand il parle de la sainteté des classes moyennes, c'est ça qu'il veut dire. Oui, il a une autre expression qui est la sainteté du voisin d'à côté. Bon, c'est pas... Ça n'a rien à voir avec, en tout cas, ça n'a pas grand-chose à voir avec la géographie, vous voyez, du saint qui marche sur l'eau. C'est pas tellement ça le sujet. Et puis, il y a un autre aspect, c'est que Saint Irénée écrit un grand livre, un grand traité de théologie qui s'appelle l'Adversus Aereses en latin, qui est un grand traité contre la gnose, contre les gnostiques. Et ce que j'essaie de suggérer dans le livre, c'est qu'aujourd'hui, on nage en plein gnosticisme. L'économie post-libérale est une gnose, en vérité. Pourquoi ? Je vous explique. Alors la gnose valentinienne, celle à laquelle s'opposait Irénée, c'était l'idée que la création est tombée dans la matière, et la matière, c'est le mal. Vous voyez, le corps, c'est le mal. Et le seul moyen de s'en libérer, c'est une espèce de grande métamorphose, une grande bifurcation, inscrite dans l'avenir, qui va arriver un jour, où les survivants seront ceux qui seront des spirituels, délivrés des pesanteurs de la matière. Voilà. C'est pas du tout chrétien. Le christianisme est une religion du corps, contrairement à ce qu'on croit. Une religion d'incarnation, de l'Eucharistie. Et donc Irénée emploie 700-800 pages à démonter la gnose. Aujourd'hui, l'économie post-libérale est exactement construite comme la gnose. Elle est construite, si vous regardez un tout petit peu les modèles, c'est un peu technique ce que je vais vous dire, mais vous allez voir, c'est simple. Tous les modèles, disons 99,9% des modèles dits néoclassiques, donc du corpus théorique d'économie qui sous-tend le post-libéralisme contemporain, sont construits sur l'hypothèse qu'on appelle l'hypothèse d'anticipation rationnelle. C'est l'idée que les agents économiques sont tellement intelligents qu'ils anticipent parfaitement l'avenir compte tenu des informations dont ils disposent. Ils sont capables, dans leur tête, de dérouler la totalité du modèle économique utilisé par le modélisateur, l'économiste, et de prévoir ce qui va arriver si le modèle est capable de le prévoir. Alors, évidemment, c'est de la folie. Ce n'est pas du tout le cas dans la vraie vie. Mais il y a un économiste, et pas des moindres, Milton Friedman, qui a essayé de justifier cette hypothèse complètement extravagante. Alors il a dit en réalité, voilà, les marchés vont se charger d'éliminer ceux qui se trompent. Alors si vous ne faites pas des anticipations rationnelles, vous allez perdre un jour ou l'autre, un pari sur les marchés financiers, voilà, vous serez éliminé. Et un jour viendra où le monde ne sera peuplé que d'agents prétendument rationnels qui anticipent parfaitement l'avenir. Ça, c'est la grande bifurcation. C'est le jour où on devient tous des spirituels. On est délivré des pesanteurs du fait qu'il y a un temps qui se déroule et que je ne connais pas l'avenir. Voilà, ce grand fantasme-là, vous voyez, ça veut dire quoi ? L'économie post-libérale, elle est construite sur une gnose et Darwin. Le marché fait le sale boulot darwinien d'éliminer ceux qui ne pensent pas bien et ne survivent que les spirituels, qui sont les agents qui anticipent parfaitement l'avenir. 2 dernières questions pour finir cet entretien qui ne peut pas prétendre restituer tout ce qu'il y a dans cet ouvrage et notamment pas tout Saint-Irénée. Qu'est-ce que vous avez retiré de votre expérience comme chef économiste de l'AFD, l'Agence française de développement, où vous n'avez pas été remplacé ?
Beaucoup de choses. Ça a été une expérience professionnelle extrêmement riche. D'abord, j'ai découvert, disons, le corps social de l'AFD, des collègues honnêtement extraordinaires, des hommes et des femmes qui ont les compétences techniques des banquiers et qui ont la générosité et le désir de sauver le monde des ONG humanitaires et de développement. Vous voyez. Donc c'est un alliage rare dans la République et je crois que la maison AFD est une très très belle maison. Donc j'ai découvert ça. J'ai découvert certainement la force, la prégnance, l'efficacité des communs dont on a parlé tout à l'heure, par exemple autour de l'eau, mais aussi, je pourrais donner un autre exemple d'un projet qui a été soutenu par l'AFD, c'est à Prey Nup dans le Cambodge. Vous avez toute une zone de mangrove qui a été détruite par un typhon et toutes les rizières qui sont derrière la mangrove ont été détruites également. Et les paysans cambodgiens, avec l'aide de l'AFD, ont réorganisé l'usage de ces terres comme un grand commun. Voilà. Donc voilà, l'AFD a pris ce tournant des communs et les met en œuvre de manière très concrète. Voilà. La troisième chose peut-être que j'ai découverte, c'est le caractère essentiel de la discussion internationale dans ce qu'on appelle la communauté internationale. Alors, je sais bien que quelqu'un comme Hubert Védrine dit aujourd'hui il n'y a pas de communauté internationale, ça n'existe plus. Et il a en partie raison. Parce que le diagnostic qui est derrière, c'est que, disons, le concert international organisé par le droit tel qu'on l'a élaboré après 1945 dans le cadre onusien ne suffit plus du tout aujourd'hui à traiter nos grands problèmes, et en particulier les grands communs globaux que sont la santé, la biodiversité, le climat, etc. On l'a vu par exemple avec la pandémie, le Conseil de sécurité de l'ONU n'a rien dit pendant 2 ans, alors que c'était quand même un problème majeur qui a concerné la totalité de la planète. Silence total. Silence total du Conseil de sécurité de l'ONU sur l'Ukraine. Ça ne veut pas dire que les Nations Unies sont inutiles. Ça veut dire qu'il faut aller plus loin aujourd'hui que, le cosmopolitisme kantien, j'allais dire élémentaire, qui croit qu'on peut organiser la discussion internationale uniquement par les rencontres intergouvernementales et les grandes institutions onusiennes. Il faut plus que ça. Comment est-ce qu'on fait mieux que ça? Alors, 2 exemples. DNDi, Drugs for Neglected Disease Initiative, qui est une plateforme créée par des médecins français à Genève, en Suisse, et qui prodigue des thérapies contre les maladies négligées par le secteur privé. Comment est-ce que fait DNDi? DNDi réunit autour de la table Big Pharma, le secteur privé, des États souverains, le public, donc le privé, le public, et la société civile avec les ONG. Et par l'intelligence collective partagée de ces 3 acteurs qui d'ordinaire sont plutôt en compétition les uns avec les autres, DNDi réussit l'impossible, qui est de fournir des thérapies contre les maladies pour lesquelles le secteur privé ne fait rien. Deuxième exemple, le synode sur la synodalité qu'a lancé le pape François. Alors ça va vous paraître très technique, mais en fait non. Ce que fait le pape François, c'est de réorganiser une discussion au niveau mondial, et peut-être que l'Église catholique est la seule institution à pouvoir le faire, vraiment, de manière que toutes les églises locales, l'Église de France, et puis dans l'Église de France, l'Église de Versailles, l'Église de Rouen, etc., puissent se parler sur la manière dont elles veulent organiser la distribution du pouvoir dans l'Église. La synodalité, ça veut dire synhodos en grec, ce qui veut dire marcher ensemble sur le même chemin. Donc c'est faire du commun, c'est un autre mot pour le commun. Et le synode sur la synodalité que le pape François essaie de mettre en œuvre, c'est réfléchissons ensemble à la manière dont on veut faire du commun dans l'Église. Voilà. C'est une manière, au fond, à mon avis, de revenir à la grande source du christianisme, qui est la mise en commun. Ce livre, il aurait dû paraître au printemps dernier. La commercialisation a été arrêtée alors que le livre était déjà imprimé, notamment après qu'un article de l'Express a révélé qu'il y avait des emprunts. Là, ils ont refait un article où ils disent bien que vous l'avez complètement retravaillé, mais qu'ils concluent quand même avec ironie en disant « Nous attendons avec une impatience modérée la 3e édition corrigée, jugeant qu'il y a encore des emprunts. » Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je réponds à ça que, en fait, ce livre, c'est le fruit de ma thèse de théologie et de 10 ans de travail, que j'ai utilisé des notes qui n'était pas du tout destiné à servir pour cette thèse, et que dans cette note, j'ai réutilisé des paragraphes des auteurs que je commente, sans prendre à l'époque la peine de vérifier si c'était le paragraphe de l'auteur ou de moi. Voilà. J'ai malheureusement réutilisé ces paragraphes, c'est une erreur. Tous ces auteurs-là sont référencés dans la biblio, donc il n'y a aucun plagiat. Mon jury de thèse de théologie s'est reprononcé sur l'ouvrage et sur le travail et a confirmé qu'il n'y avait pas de plagiat. Il y a des erreurs de référencement que j'ai corrigées, et il en reste une ultime, qui a repéré de nouveau ce journaliste, qui a assez, entêté sur la question, et on corrigera ça pour la prochaine impression. Merci beaucoup Gaël Giraud d'être passé par le studio de Mediapart. Composer un monde en commun, une théologie politique de l'Anthropocène. C'est publié au Seuil. À l'air libre, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement. Merci beaucoup. Merci.